Bonjour à toutes et à tous, comme vous pouvez le voir, Rust est toujours très dissipé quand on fait les podcasts, et ce qui vous permet aussi de voir qu'il ne me calcule pas, sauf quand la caméra commence à tourner. Oui, nous sommes le 15 juillet, les masques tombent. En tout cas, on va parler des salaires UFC et PFL, et ça nous donne l'occasion de parler un petit peu du PFL parce que les salaires officiels sont sortis, et notamment ce que perçoivent des Anthony Pettis, des Kayla Harrison qui sont les stars du PFL, et vous allez voir que le PFL hors bonus de pay-per-view et on va dire bonus de vestiaire, mais là on n'en a aucune idée, que ce soit à l'UFC ou même au PFL, sauf pour le bonus de pay-per-view, puisque l'UFC est la seule organisation de MMA aujourd'hui aux États-Unis à faire du pay-per-view à grande échelle, bien entendu. Ces athlètes-là n'ont rien à envier à ce que touchent les athlètes à l'UFC. Big Rust. C'est même pire que ça, et qu'on peut dire avant le générique, c'est Anthony Pettis a donc été mieux payé là sur son dernier combat au PFL que Francis Ngannou pour sa défense de titre, quoi. Oh wow. Générique Big Rusty. Ce qui est complètement dingue. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Big Rusty, c'est sorti. Anthony Pettis a touché 750 000 $ pour son dernier combat au PFL, alors que Francis Ngannou, hors bonus de pay-per-view et bonus de vestiaire, à la discrétion de l'UFC, a touché 600 000 pour sa dernière défense de ceinture face à Cyril Gane. Comment en est-on arrivé là? Déjà, je me permets de lancer quelques précisions avant de mettre une pièce dans la machine à storytelling qui est Big Rusty. Anthony Pettis, ce qu'il convient de dire mine de rien, c'est que avant il était à l'UFC. Je pense pas que l'UFC, il a ensuite choisi de signer au PFL. À chaque fois, vous le savez, quand un athlète quitte l'UFC, c'est parce que l'UFC n'a pas voulu s'aligner sur la proposition qui a été faite par l'autre organisation. Anthony Pettis, ancien champion de l'UFC, le fameux Showtime Kick, quelqu'un qui a la réputation d'être extrêmement spectaculaire, énormément connu du public américain, et aussi comme sponsor Kellogg's. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est bankable, on va dire, dans les stars assez vieillissantes de l'organisation. Donc je pense qu'il y avait une offre de l'UFC, mais pas à ces montants-là. C'est ça, ouais, c'est ça. Déjà, c'est vrai qu'on peut faire un aparté pour dire dommage pour eux, parce que c'est vraiment terrible je sais pas s'ils s'y retrouvent, mais c'est vraiment terrible de voir toutes ces stars qui, dès qu'elles sortent de l'UFC, se font aligner, quoi. Et on pense à Rory McDonald, à Benson Anderson, maintenant c'est Anthony Pettis. C'est un peu dur, quoi, parce que je ne sais pas si, quand elles les recrutent, les organisations espèrent avoir quelqu'un qui va gagner par des victoires spectaculaires et du coup maintenir cette espèce de mystique, et donc qui vont pouvoir en tirer un petit peu des bénéfices. Mais j'ai du mal à me dire qu'ils soient heureux d'un résultat comme ça. Enfin, tu sais, tu payes 750 000 $ Anthony Pettis et il se fait soumettre je sais plus à quel round c'était, mais je crois que c'est le premier. C'est un peu dur, quoi. J'imagine que c'est un peu dur parce que du coup, tu peux moins utiliser son image après, alors que tu l'as payé des sommes astronomiques. Et pour le coup, ouais, non seulement c'est choquant presque que Anthony Pettis c'est même choquant pour de vrai, soit mieux payé que le champion poids lourd de l'UFC. Bon, on sait à quel point Francis Ngannou est vocal et bruyant, et a raison par rapport à la paye de l'UFC qu'il estime être injustifiée et ne pas être à la hauteur de ce qu'elle devrait être par rapport au statut qu'il a dans l'entreprise. Et c'est vrai que c'est le champion UFC poids lourd qui met des KO pratiquement à tous les combats. C'est un monstre, et il mériterait beaucoup plus effectivement que ce salaire de base, ce salaire plat de base. Et là, non seulement il y a Anthony Pettis, mais c'est pas que lui, c'est-à-dire qu'il y a aussi Kayla Harrison qui, je crois, est à 500 000. T'as aussi des gars comme Omar Akhmedov qui sont d'anciens gars de l'UFC qui sont payés plus de 200 000. Enfin, en plus évidemment du fait que ceux qui gagnent les tournois du PFL à chaque fois et les playoffs empochent $1 million. Là, franchement, le PFL, je sais pas s'il s'y
s'y retrouvent, mais s'ils s'y retrouvent, ils font les choses sacrément bien. Et puis même les petits combattants, parce que là on pourrait dire bah ouais mais d'accord, mais c'est comme en anglaise, et donc les mecs qui ouvrent la carte au PFL, limite ils ont 200 balles et un kebab, tu vois. Eh ben non. Et c'est ça qui est vraiment fou, c'est que il y a ça pour les plus hauts salaires, donc c'est-à-dire qu'ils font aussi bien, voire mieux qu'à l'UFC, mais même pour les salaires les plus en bas de l'échelle, sur MMA Fighting, il y avait un article qui recensait les salaires qui ont donc été libérés au public sur les 3 derniers PFL. Je crois que c'était genre le 24 juin, 1er juillet et 17 juin, un truc comme ça. Il n'y a pas un seul salaire sur toutes les cartes confondues qui a été à moins de 8000 pour le combat, et sachant que c'est le seul qui était à 8000. Donc sur les 3 dernières cartes, il y en a un qui était à 8000, tous les autres étaient au minimum à 10 000, et sachant que c'est toujours le même système qu'à l'UFC, c'est-à-dire que tu as le win money et le show money. Donc, il a fait 8000 parce qu'il a perdu. S'il avait gagné, on imagine qu'il aurait fait 8000 plus 8000. Et tous ceux qui étaient sur une base de 10 000 et qui ont gagné ont fait 10 000 plus 10 000. Enfin, c'est à peu près les mêmes salaires, en tout cas la même grille, il semblerait, qu'à l'UFC. Et c'est vraiment très intéressant, en tout cas, que le PFL fasse ça, parce que franchement, ils ont là des volontés, on y reviendra peut-être dans ce podcast, de venir en Europe. Ils sont très très chauds pour une vraie grosse expansion sur ce marché européen qui est celui qui a la plus grosse croissance dans le MMA mondial actuel. Et arriver comme ça avec des arguments tels, les combattants, ce sont des passionnés, mais ce sont aussi des gars qui ont besoin, et des filles, de gagner leur vie et d'avoir le meilleur salaire possible. Ils le disent tous, hein, ou presque 99%, ils diront I am a prize fighter, et en gros, voilà, ça veut dire je combats aussi pour de l'argent, c'est mon métier, et c'est normal. Enfin, on travaille tous par passion, mais aussi parce que si ça nous permet de nous en sortir dans la vie, et plus que bien, personne va s'en priver. Effectivement, le nerf de la guerre pour les combattants, c'est aussi d'aller dans l'organisation qui paye le mieux, et donc in extenso, j'espère que j'utilise la bonne expression en latin, mais si c'est la bonne, putain, je suis très content de moi, très fier. Mais in extenso, par extension, ça veut dire qu'une organisation qui paye bien, elle se donne toutes les chances d'avoir des grosses stars et ou d'attirer le plus de profils possible, et ceux qui les intéresseront donc, quoi. Mais est-ce durable, Big Rusty? Est-ce durable? Parce que c'est vrai que quand on voit les salaires, qu'on voit les 750 000 donnés à des combattants, je suis désolé de dire ça, mais en fin de course pour Anthony Pettis, parce que c'est peut-être là aussi qu'est la raison des défaites des Anthony Pettis, des Rory McDonald, ou même des Benson Henderson, c'est que certes ce sont des noms, mais quand ils partent de l'UFC, c'est peut-être là aussi la raison de leur départ de l'UFC, c'est que l'UFC ne les retient pas à tout prix, parce qu'ils savent qu'ils sont loin de leur prime et qu'ils n'ont tout simplement plus besoin de regarder. Quand Eddie Alvarez a quitté l'UFC pour finalement signer One, ou même là récemment, un petit peu plus récemment, quand il y a eu l'échange Demetrius Johnson contre Ben Askren, c'est parce que l'UFC ne tient pas absolument à ces athlètes-là. Donc pour toi, est-ce que là on est dans une situation où le PFL, comme le Bellator en son temps, quand ils ont tenté de faire des grosses signatures, Jeremy Stephens là qui a touché 200 000 $ pour son dernier combat, 100 plus 100, est-ce que ils sont pas... Enfin, pour toi, est-ce que c'est le salaire que méritent ces athlètes-là, ou est-ce qu'ils sont surpayés parce qu'il y a la concurrence de l'UFC, et qu'ils sont dans une situation où s'ils veulent des noms, ils sont obligés de payer très cher leurs athlètes. Kyle Harrison aussi, pour boucler la boucle, elle était à 500 000, mais pourquoi à 500 000? Parce que vous vous souvenez qu'il y avait des grosses négociations avec l'UFC, et pendant un temps, il se murmurait que Kyle Harrison allait quitter le PFL pour l'UFC et avoir ce fameux super fight face à Amanda Nunes. Après, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, c'est vrai. Après, est-ce qu'ils sont trop payés, les combattants? Bon, là, je pense que... Et sans vouloir aller dans le truc, non, il faut qu'ils aient le plus, même si c'est vrai, il faut quand même garder à l'esprit qu'est-ce qu'ils valent aussi, et est-ce que du coup, par exemple, un Jeremy Stephens vaut le 100 000 plus 100 000? J'aurais tendance à dire que oui, quand même. Parce qu'il y a une question de nom, hein, parce que quand on regarde par exemple Rowan Adams qui était avant à l'UFC, lui il est à 16 000 avec 8 000 pour combattre et 8 000 pour la victoire. Ouais, voilà. Tu vois, à la limite, en plus on sait qu'il est ultra spectaculaire, il vient de l'UFC, il a fait des gros combats à l'UFC, Jeremy Stephens. Il y en a pour les... Genre Omar Yakmedov, tu vois, on pourrait plus se dire, putain, le mec a fait, je crois, c'est 170 000, un truc comme ça. Là, il pourrait y avoir plus de questions. 206 000. 206 000, voilà. Donc là, on pourrait dire, bon, est-ce que c'est mérité? Bon, en vérité, ça dépend de quels sont les revenus, du coup, générés par le PFL, parce que c'est ça qu'il faut voir aussi, parce que si ça se trouve, tu sais, alors c'est la légende qui voudrait ça, et je sais pas si c'est vrai, j'ai jamais vu d'article là-dessus, il faudrait que je fasse des recherches, mais comme quoi, tu sais, il y avait des événements où
le Bellator pouvait pas payer Fedor parce que en gros, et du coup ils l'ont mis hors de la carte parce qu'en gros s'ils payaient Fedor, grosso modo en gros ils étaient en négatif sur la balance, tu vois. Donc faudrait voir combien le PFL arrive à générer. Je crois qu'à la base, c'est parce qu'ils avaient fait des énormes levées de fonds qu'ils ont du coup pas mal, entre guillemets, là, de fonds qu'ils ont pu investir. Mais des salaires comme ceux-là, donc 200 000 pour Stevens, 200 000 pour Omar Akhmedov, 750 000 pour Pettis, 500 000 pour Kyle Harrison, moi, ça me semble être normalement ce que devrait toucher des combattants de ce calibre-là. Enfin, pour moi, ce sont des salaires qui devraient être des salaires normaux. Après, il faut voir effectivement si ça fout un petit peu dans le mal à chaque événement le PFL en lui-même. Mais ouais, ça dépend tellement de la manière, enfin, ça dépend tellement de ce qu'ils arrivent à générer que c'est difficile à dire. Parce que est-ce qu'ils les méritent? Probablement que oui, évidemment. Mais est-ce que du coup, ils sont surpayés par rapport à... Est-ce que ça met un peu l'organisation dans la mouise? C'est la question, quoi. De toute façon, le PFL nourrit de grandes ambitions, ils sont très ambitieux et forcément, vous êtes dans une situation, si vous voulez faire parler de vous, vous arrivez dans un marché qui est dominé par l'UFC, il faut obligatoirement faire des efforts financiers de ce type-là, et ils veulent arriver en Europe d'ici 2023 et développer carrément une succursale qui va s'appeler PFL Europe. Toi, tu penses quoi on va dire de cette volonté de la part de l'UFC? Personnellement, moi, mon petit avis, c'est que au regard de ce que fait le Bellator avec aussi deux organisations différentes entre d'un côté Bellator Europe et puis Bellator, on va dire monde. Moi, je préfère quand il y a un truc type UFC où on sait que l'organisation va venir quelques fois en Europe. Là, ils doivent venir donc l'UFC le 23 juillet prochain à Londres, le 3 septembre en France et peut-être il y a la rumeur pour un UFC Suède pour le mois de novembre. Je préfère que ce soit ça avec les mêmes noms plutôt que deux organisations qui sont vraiment avec des combattants différents parce que inévitablement va y avoir une hiérarchie qui va se mettre en place. Je sais pas, en vrai, enfin, je sais pas tellement quoi en penser parce que il y a déjà des grosses organisations européennes bien établies. Donc ils arrivent sur un marché où il y a quand même pas mal de joueurs qui connaissent ce marché-là, qui est quand même un marché particulier. Parce qu'il faut le connaître, enfin, c'est-à-dire que j'imagine que s'ils se lancent sur un PFL Europe, c'est parce qu'ils ont ce serait quoi la traduction de scouts, tu vois, mais des gars qui sont sur le terrain et qui connaissent très très bien ce marché-là, pays par pays. Mais j'ai vu la carte, il n'y a pas beaucoup de noms que je connais sur la première carte PFL Europe. Après, à voir ce qu'ils font. Tout va dépendre de comment est-ce qu'ils font leur com. Tout va dépendre de comment est-ce qu'ils arrivent à attirer des potentiels gros prospects européens ou pas, ou à les arracher à d'autres organisations. Enfin, c'est tellement tôt que je sais pas trop. C'est difficile à dire, tu vois. Pour l'instant, c'est un peu nébuleux. Toi, t'en penses quoi? Ouais, on verra en fonction de, je pense. Aujourd'hui, à mon sens, le nom PFL est pas assez grand, donc il y a un petit drop de framerate, toutes mes excuses. Le son est impeccable, mais c'est vrai que on est un petit peu limité par la technologie, mais qui va bientôt se résoudre, ne vous inquiétez pas. Ouais, non, concernant le PFL, moi je me dis aujourd'hui, le nom PFL est pas suffisamment grand, à mon sens, pour que ça cartonne. Donc faudrait peut-être faire de la copromotion et pourquoi pas surtout faire venir aussi les talents américains et puis ensuite voir dans un second temps pour développer pleinement, tu vois, la source PFL Europe. Mais dans un premier temps, à mon avis, ça va être important de faire des copromotions avec les grosses orgas européennes et pourquoi pas, tu vois, faire, je sais pas moi, un Anthony Pettis contre le champion, je sais pas, du Cage Warriors, champion du KSW ou autre. Et ça pourra, à mon avis, marcher. Et puis, tu vois, tu fais ça pendant 2 ans et après, tu peux faire vraiment un truc PFL Europe avec des talents qui ont grandi au sein de l'organisation. Mais pour l'instant, c'est peut-être un peu trop tôt pour se dire juste, on va lancer une branche PFL Europe, tout court. Sachant qu'en plus ou moins, aujourd'hui, à mon sens aussi, les gros talents européens qui ne sont pas à l'UFC, qui sont vraiment dans un délire, par exemple ce que fait le Bellator quand ils vont en Irlande, ils sont pour moi déjà signés en fait au Bellator. Donc il n'y a pas trop de mecs libres qui sont intéressants pour le PFL. Ouais, c'est ça, mais du coup, pour boucler la boucle, un de leurs gros avantages s'ils maintiennent cette structure de paye, c'est que ils vont arriver sur le marché européen et un des très très gros attraits, ce sera que ils paieront peut-être beaucoup mieux que le reste des organisations européennes les potentiels
bah du coup ce sera pas des stars, mais même des combattants entre guillemets normaux et qui n'ont pas forcément de plus-value en termes de star power. Bah s'ils arrivent et qu'ils ont un système de paye qui met un petit peu à l'amende tout ce qui peut se trouver autre part en Europe, bah ça pourra aller assez vite sur le roster qui pourront se construire quoi. Et bah, réponse d'ici quelques mois, Big Rusty. Shout out à ma Sweet Protein. Vous le savez, il y a moins de 17% supplémentaires sur tous mes protéines avec le code la sueur en plus des soldes actuels. On se retrouve très vite, Big Rusty. Et matez The Boys, hein, c'est génial, t'avais raison. Oh, ok. Enfin, la saison 3, parce que les deux autres, on avait déjà regardé. Ah oui, d'accord, évidemment. Allez, si. I'm fucking coming for you!